populaires rétablissent officiellement donc des relations diplomatiques. L'annonce est faite dans un communiqué conjoint signé ce samedi entre le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Bari, et le ministre chinois des Affaires étrangères. Et puis, l'arrêt des centrales hydroélectriques de Bagré et de la Kompienga, un manque d'au moins 30 MW pour le réseau national de distribution d'électricité. Une situation qui, selon la Sonabel, donc, expliquerait les délestages intempestifs. On en parle dans ce journal. Et puis aux États-Unis, Harvey Weinstein, inculpé pour viol et agression. Le producteur de cinéma qui régnait sur Hollywood entame désormais une longue procédure judiciaire. Des centaines de femmes donc victimes de ces agissements qui durent plus de 40 ans consentent enfin à parler. Et puis nous recevons un invité dans ce journal. Il s'agit du secrétaire général du CAMES, le professeur Bertrand Bachi, pour parler des 50 ans du Conseil. Bonjour. Bienvenue aux actualités de la mi-journée. Un très bon appétit si vous êtes à table. Voilà, cela dit, le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, signe ce matin à Pékin la reprise des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. 3 jours après l'annonce de la rupture des relations avec la Chine-Taïwan, les deux pays officialisent le rétablissement de leurs liens d'amitié et de coopération. Le président du Faso est attendu en septembre prochain à Pékin en visite officielle et pour participer au sommet Chine-Afrique. Image signée de notre envoyé spécial à Pékin, Frédéric Étienne Bassenga. Pour les images, nous reviendrons sur cet élément en fin de journal. Suite donc de l'actualité nationale que nous ouvrons par cette audience donc accordée par le Premier ministre Paul Kabatieba au Conseil économique et social du Bénin. Les échanges portent sur des questions de cohésion sociale. Le chef du gouvernement s'est aussi entretenu avec les responsables de l'Association des régions du Burkina, la synthèse avec Pascal Kané. Présent à Ouagadougou en tant qu'invité d'honneur de la première session du Conseil économique et social, le président du Conseil économique et social du Bénin rend visite au Premier ministre burkinabé. Le président du CIS du Bénin profite de l'occasion pour encourager le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme et parler de cohésion sociale. Aujourd'hui, ceinturé par-ci par-là, par une insécurité, des terroristes sont prêts à déstabiliser ce pays frère. Et non seulement la sous-région. Nous avons saisi de cette occasion pour échanger de façon profonde avec Monsieur le Premier ministre. Après la délégation du CES, Paul Kabatieba reçoit l'Association des régions du Burkina. Les responsables de cette jeune association sont venus se présenter officiellement au Premier ministre et lui exposer leurs doléances. C'était l'occasion pour nous de venir présenter les membres de l'Association des régions du Burkina et lui présenter la feuille de route de l'association et dans un second temps, en tout cas, rassurer son Excellence Monsieur le Premier ministre que les régions, à travers les présidents des conseils régionaux, sont en tout cas engagés à le soutenir. Il y a des engagements que nous avons pris tout récemment à travers des contrats que nous avons signés, appelés les contrats d'objectifs dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS. Donc nous sommes venus échanger avec lui sur, en tout cas, quelques difficultés que nous rencontrons. Nous avons un manque de ressources humaines. C'est avec le sourire que la délégation ressort de son entrevue avec le Premier ministre. Selon le président de l'ARB, Paul Kabatieba s'est montré sensible à leurs difficultés. La coordination des syndicats du ministère de l'économie, des finances et du développement annonce des sittings du lundi 28 mai au vendredi 1er juin 2018 pour exiger la satisfaction de sa plateforme revendicative.
Selon la coordination, le bilan de sa grève lancée du 21 au 25 mai a été bien suivi sur toute l'étendue du territoire national, mais elle n'a pas eu gain de cause. Des précisions avec Mathias Drabo et Pascal Canet. 95%. C'est le taux de participation de la grève au ministère de l'Économie, des Finances et du Développement selon la coordination des syndicats. Une grève qui, selon les responsables de la coordination, aurait paralysé les services de ce ministère durant la période de la grève. Malgré tout, la coordination n'a pas été invitée à la table de négociation comme elle l'espérait. Au contraire, certains de leurs camarades ont été relevés de leurs fonctions. Face à ce qu'elle qualifie de manque de volonté du gouvernement à dialoguer, la coordination annonce des sittings à partir du lundi 28 mai. La coordination des syndicats du ministère national de l'économie et des finances voudrait saisir l'occasion de cette conférence pour informer l'opinion nationale, notamment les usagers des services du MINEFID, que les travailleurs du MINEFID poursuivront la lutte à travers des sittings qu'ils observeront dans les structures du MINEFID du lundi 28 mai 2018 au vendredi 1er juin 2018, de 8h à 14h sur toute l'étendue du territoire national, des ambassades et consulats de Burkina Faso à l'étranger. Interrogée sur l'impact de leur grève sur l'économie nationale, la coordination dit ne pas disposer de chiffres, mais elle est consciente que cet arrêt de travail a des conséquences sur l'économie. Nous n'allons pas nous plaire d'avoir la paralysie parce que voilà, c'est vraiment un moyen qui nous est donné pour faire pression sur le gouvernement, mais de notre fort intérieur, tel n'est pas notre sentiment profond de voir que, en tout cas, le gouvernement perd quelque chose. Voilà, nous n'allons pas nous mettre aussi à évaluer, quantifier les recettes pour dire que le gouvernement a perdu ça, le gouvernement n'a pas pu honorer les engagements en matière de dépenses. Les sittings annoncés se tiendront au sein des services. Si malgré tout, il n'y a toujours pas de réponse favorable à leur plateforme revendicative, les sittings seront reconduits à partir du 4 juin. Et sur le sujet, ce communiqué émanant du gouvernement, la coordination des syndicats du ministère de l'Économie et des Finances a décidé d'aller en sitting du lundi 28 mai au vendredi 1er juin 2018. Le gouvernement tient à rappeler que le droit de grève est reconnu aux travailleurs et s'exerce conformément à la réglementation en vigueur. Le sitting n'est nullement inscrit dans les différentes lois régissant les fonctions publiques de notre pays. C'est du reste ce qui ressort de l'avis du Conseil d'État numéro 05-2017-2018. Il convient de relever que le Bureau international du travail BIT précise que ces avis sont informels et que toute décision quant à la conformité de la législation et de la pratique nationale avec une convention appartient en premier lieu au gouvernement du pays concerné, sous réserve, dans le cas d'une convention ratifiée, des points de vue des organes de contrôle de l'OIT. Il en résulte qu'un avis informel qui est plus n'est pas une interprétation authentique, ne peut prévaloir à un avis de la plus haute juridiction administrative burkinabé. En conséquence de ce qui précède, le sitting projeté par la CSMF sera analysé comme une grève illégale et la réglementation irrelative sera appliquée. Par ailleurs, il importe de rappeler aux agents publics de la douane qu'ils sont des paramilitaires soumis à la discipline dans le strict respect des lois et règlements en vigueur conformément à l'article 10 du statut du personnel. Le gouvernement invite donc tous les travailleurs à bien vouloir satisfaire à leurs obligations légales. L'occupation des locaux sera interdite aux agents qui ont librement choisi de ne pas travailler. Le gouvernement invite tous les travailleurs à être à leur poste de travail et appelle la CSMF à faire prévaloir la négociation et le dialogue. Signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danguinou. Suite donc de l'actualité, quelques explications à présent au délestage en cours au Burkina Faso. Cela pourrait venir des barrages hydroélectriques de Bagré et de Kompienga qui sont en arrêt depuis quelque temps, conséquence d'une baisse drastique du niveau d'eau dans les deux cours d'eau.
Le très faible niveau de l'eau donc ne permet pas aux turbines de ces centrales de tourner. La situation prive la Sonabel d'un potentiel de 30 MW dans le réseau national de distribution d'électricité et pour les techniciens, la solution viendrait des nuages. Constat avec Issa Kafanto et Vincent Kendrebeogo. Si aujourd'hui il y a autant de délestage, l'explication pourrait se trouver derrière cette digue. Même si le barrage de Kompienga n'est pas totalement à sec, pour la Sonabel, c'est tout comme. Comme vous le constatez, nous n'avons plus assez d'eau. Donc on a atteint notre cote minimale d'exploitation. En effet, l'eau a atteint un niveau bas, trop bas qu'aucune des deux turbines de cette centrale hydroélectrique ne peut encore tourner. Conséquence de l'arrêt de cette centrale, bien sûr, ça fait une perte, ça fait d'énergie en moins pour le réseau interconnecté de la Sonabel. Parce qu'ici, on a deux groupes puissance installés, 14 mégas. Vous imaginez, si on avait une très bonne cote, 14 mégas, ce n'est pas négligeable. Donc l'absence de notre production, ça fait un grand manque à gagner pour la Sonabel. Et bien sûr pour les clients. Un arrêt de production qui coïncide avec un pic dans la consommation nationale en électricité dans une période de forte chaleur. Oh, solution palliative, si c'est pas prier le bon Dieu qui nous ouvre la vanne, bon, voilà, ça, nous n'avons pas de solution palliative. Autre localité, même réalité. Au barrage de Bagri, l'eau s'est retranchée au fond de son réservoir, laissant impuissants les techniciens de la Sonabel et leurs machines. Quand le barrage est plein, la centrale peut produire 16 MW. À ce jour, pour un déficit d'eau, nous avons été obligés d'arrêter la centrale depuis le 28 avril. Alors pour que nous puissions redémarrer la production, il faut que le barrage puisse atteindre la cote 226,70, qui est bien sûr la cote mini-turbinable. C'est-à-dire, à partir de cette cote, on peut démarrer la production. Aujourd'hui, nous sommes à une cote de 226,39. Donc il faut une colonne de 31 cm pour atteindre cette cote mini-turbinale qui est de 226,70. Le barrage a une capacité de 1,7 milliard de mètres cubes d'eau. Et l'année passée, nous avons fait 75% seulement de remplissage. Donc vous imaginez que la quantité que nous avons pu emmagasiner dans le barrage ne pouvait pas permettre à la centrale de produire l'énergie durant toute l'année. Avec l'arrêt des centrales hydroélectriques de Bagri et de Kompienga, c'est un manque à gagner total de 30 MW dans le réseau national interconnecté, ce qui justifie en partie les délestages importants constatés par les consommateurs, selon la Sonabel. Autre point de l'actualité, le ministre en charge du commerce lui fait le point depuis Bobo Dioulasso de ses 100 premiers jours à la tête du département. Un exercice de redevabilité qui permet à Aruna Kaboré de faire le bilan des actions réalisées et en cours de réalisation et de décliner également les perspectives pour 2018-2020. Le point de presse à cet effet avec Karim Ilboudo, Siriki Milogo et Ismaël Saturné Paris. 100. C'est le nombre de jours que Aruna Kaboré a passé à la tête du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Devant les professionnels des médias, le ministre du Commerce se livre à un exercice qu'il qualifie de redevabilité. Il s'agit du projet Une région, une industrie, qui sera mis en œuvre dans le cadre du programme d'industrialisation accélérée formulé sous l'égide du Bureau de suivi de mise en œuvre du programme présidentiel. Nous avons mis en place la brigade mobile de contrôle pour, entre autres, traquer la fraude, combattre les produits de grande consommation nuisibles à notre santé. Et nous avons démarré avec la direction du CIAO une campagne de formation et de sensibilisation pour mobiliser suffisamment d'acteurs professionnels au CIAO. Premier du genre après sa prise de fonction. Cette conférence de presse sert de cadre pour le ministre de décliner également ses engagements pour la période 2018-2020. Améliorer le classement Doing Business du Burkina Faso à l'horizon 2020 en vue d'attirer davantage d'investisseurs et booster le climat des affaires. Créer les conditions favorables à l'évolution d'un secteur privé dynamique. Dynamiser le secteur industriel afin d'accroître
la contribution de l'industrie manufacturière dans le PIB. La mise en place d'un mécanisme innovant de financement des PME. Accroître le niveau de transformation des matières premières locales, notamment celui des produits agricoles. Promouvoir le commerce interne et externe du Burkina Faso. Contribuer à la maîtrise des coûts des produits de consommation de base. Accroître la productivité de l'artisanat. Pour atteindre ces objectifs, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat s'engage à faire de la transformation et de la consommation des produits locaux son cheval de bataille. Cela pour un développement endogène du Burkina Faso. Page entretien de notre journal. Le CAMES a 50 ans, un demi-siècle d'existence, et cela donne lieu à une commémoration. Pour la célébration de ce jubilé d'or, le professeur Bertrand Bachi, qui est le secrétaire général du CAMES, est sur notre plateau pour nous parler de l'événement. Bonjour professeur. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau du Midi Magazine de la télévision du Burkina. Merci bien. Professeur, il y a 50 ans naissait le CAMES. Qu'est-ce qui a prévalu à la création de cette institution et quel est son rôle? Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement? Pour vous répondre, vous me permettrez de citer les Écritures saintes. Jésus-Christ qui rapporte que mon peuple périt par ignorance. C'est dire l'importance du savoir, l'importance de la connaissance. Et ce savoir, dans le monde moderne, se crée, s'archive et se diffuse au niveau des universités, au niveau des centres de recherche, au niveau, de façon générale, des établissements d'enseignement supérieur. Et c'est donc tout à fait normal qu'au sortir des indépendances, les pères fondateurs aient pensé à une structure qui pouvait leur permettre de prendre en main leur destinée en matière du savoir, puisque les doctorats, les diplômes post-doctoraux, les grades étaient délivrés encore au niveau de l'Europe. Donc il fallait assurer cette transition. Et c'est en cela qu'on peut saluer ce qu'ils ont eu à faire, c'est-à-dire créer un cadre comme celui du CAMES qui permet de mutualiser, d'harmoniser les politiques d'enseignement supérieur et de recherche au niveau d'un espace qui permet donc d'intégrer la communauté universitaire, la communauté scientifique. C'est ça, en fait, l'objectif des pères fondateurs. Et quels sont les principaux enseignements à tirer de ces 50 ans d'existence? Après ces 50 ans d'existence, on peut dire que la mission a été accomplie. Le CAMES est une structure qui a promu des milliers d'enseignants, chercheurs et des chercheurs. Donc nous avons une expertise qui est là. Le CAMES a un savoir-faire en matière d'enseignement supérieur, de recherche et puis d'innovation. Mais ce qu'il faut espérer, c'est que nous allions encore de l'avant. Il faudrait que nous passions du stade de recherche pour une promotion vers un stade de recherche pour le développement. Ça fait partie des enseignements qu'on peut tirer en termes de bilan par rapport à notre expérience. D'accord. Alors, on a bien compris l'ambition des pères fondateurs du CAMES. Aujourd'hui, comment se porte l'enseignement supérieur dans l'espace CAMES? Quelle est la valeur réelle des diplômes obtenus dans notre espace CAMES? Je vous disais que nous avons un savoir-faire en matière d'enseignement supérieur. Nous avons répondu aux attentes des États qui sortaient des indépendances et qui avaient besoin des cadres pour occuper les postes qui revenaient à l'époque aux administrateurs qui venaient d'un autre espace. À l'heure actuelle, l'État ne peut plus seul employer les étudiants. Donc, il se pose dans notre espace quand même des défis qu'il faut relever. C'est le défi d'abord de la massification, c'est le défi de l'employabilité, ce sont les défis de la qualité pour pouvoir faire en sorte que les jeunes qui deviennent de plus en plus nombreux à venir à l'université puissent avoir un emploi au sortir de leur formation. Donc, les diplômes qui sont formés sont pour la plupart
des diplômes qui ont une certaine valeur. Maintenant, il faudrait tout faire pour que ces diplômes répondent aux besoins de la société, pour que ces diplômes s'adaptent. Et par rapport à la massification, il faudrait également utiliser les technologies, de nouvelles technologies de l'information et de la communication pour innover en termes de pédagogie universitaire. Vous parliez tantôt, professeur, des défis à relever par le CAMES. Aujourd'hui, avec l'enseignement supérieur qui a pris son envol, en tout cas dans l'espace CAMES, quelles sont les exigences réelles du CAMES à ce sujet? Oui, par rapport à ce sujet, le CAMES joue un rôle d'accompagnement. Nous sommes une structure, une agence d'assurance qualité et d'accréditation. Donc nous mettons à la disposition des établissements supérieurs un ensemble d'outils, un ensemble de référentiels qui leur assurent une certaine attractivité par rapport aux formations qu'ils dispensent, qui leur assurent une certaine compétitivité par rapport à leur formation, par rapport aux diplômes, permettant ainsi une mobilité des bénéficiaires de ces diplômes. Donc, le conseil que nous devons donner, c'est que les établissements d'enseignement supérieur puissent utiliser les outils que nous avons mis à leur disposition pour pouvoir mieux affronter les défis qui sont les leurs à l'heure actuelle. Professeur, après 50 ans d'existence, il y a quand même pas mal d'établissements qui voient leur diplôme non encore reconnu par le CAMES. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui doit se passer pour eux? Ben, je crois que il faudrait qu'il y ait une synergie forte entre les ministères d'enseignement supérieur et le CAMES. Le CAMES a mis des référentiels, ce sont de sortes de feuilles de route qui peuvent conduire à l'accréditation. Maintenant, le CAMES ne peut pas accréditer des diplômes qui ne sont pas reconnus par les États. Donc, au niveau des États, il faudrait d'abord qu'ils reconnaissent les diplômes. Et puis ensuite, il faudrait que les États les amènent à venir au CAMES parce que c'est une démarche volontaire, ce n'est pas une démarche contraignante. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait, pour ceux qui viennent au CAMES, une certaine récompense, de certaines facilitations que les États peuvent accorder afin d'encourager cette dynamique. Et dans ce sens, on invite que les établissements d'enseignement supérieur publics puissent également faire la démarche parce que la qualité ne se décrète pas, c'est pas parce qu'on est du public qu'on est de qualité. Il faut absolument soumettre ces formations à un regard externe et les référentiels CAMES constituent donc ce regard externe qui permet donc de croiser les efforts des uns et des autres pour optimiser les résultats, les rendements. Professeur, parlant de la commémoration de ce jubilé d'or, qu'est-ce qui va se passer exactement? Ben, le jubilé d'or sera l'occasion pour nous de regarder notre passé. Et c'est ce que nous avons déjà fait en écrivant un livre sur le CAMES qui permet donc de fixer la mémoire collective et d'inspirer les générations futures. Ça sera aussi l'occasion de faire le point sur le présent, de voir comment jusque-là on a pu capitaliser ce passé-là et comment nous pouvons, à partir de ce socle, essayer de bâtir le futur. Donc ça sera l'occasion de réfléchir sur le CAMES du futur. Un CAMES que nous voulons davantage au service des universités, au service de la communauté. Un CAMES qui doit être à l'écoute et à la veille et en interaction, non pas seulement avec les ministres, mais également avec les pères fondateurs, parce qu'on sait le rôle visionnaire que les chefs d'État ont par rapport au niveau national et au niveau international. Si nous voulons qu'il y ait pour le futur, il y ait un sommet des chefs d'État qui pourrait, tous les 5 ans ou tous les 10 ans,
interagir avec le CAMES pour apporter les ajustements nécessaires par rapport au futur. Merci beaucoup, professeur Mbachi, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la commémoration des 50 ans du CAMES. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. Le Conseil national de l'eau, à l'issue de sa 33e session ordinaire à Tenkodogo, recommande une meilleure qualité de l'eau produite et mise à la consommation des populations. Il faut pour ce faire des lieux de production plus sécurisés. C'est la responsabilité des structures de contrôle des unités de production d'eau préemballée au Burkina Faso qui est ici interpellé au cours de cette session presse. Les Kiemtore, Issa Suleiman Diallo et Ibrahim Sanou. Ces membres du Conseil national de l'eau réunis à Tenkodogo pour leur 33e session réfléchissent sur le rôle et la responsabilité des différentes structures intervenant dans le contrôle des unités de production d'eau préemballée au Burkina Faso. Nous avons décidé de nous pencher sur la question de l'eau en sachet. Jusqu'à présent, c'est une filière qui n'est pas maîtrisée et les conseillers ont souhaité à ce qu'on mette de l'ordre dedans, qu'il y ait de la visibilité et surtout que ça intéresse la santé de la population. Donc nous nous sommes engagés donc à réfléchir, nous concerter pour voir de quelle manière apporter notre contribution pour assainir donc cette filière. La santé des consommateurs est l'une des préoccupations majeures de la Ligue des consommateurs. Cette session est l'occasion pour elle d'interpeller les différents promoteurs œuvrant dans le secteur de l'eau. Quand on regarde, on sait que l'eau constitue peut-être 80% de notre régime alimentaire. Ça veut dire que c'est une question qui doit être suffisamment prise en compte, aussi bien dans les questions des normes, les contrôles a priori, les contrôles a posteriori, sur toute la chaîne de fabrication de ces eaux. Bon, aujourd'hui, on parle de l'eau en sachet que nous connaissons, tantôt c'est eau minérale, tantôt c'est eau potable, mais il y a également cette grande masse d'eau qu'on vend dans des sachets pas du tout estampillés. La sécurisation des lieux de production des eaux, le contrôle des qualités de ces eaux ainsi que l'instauration d'un cadre de concertation sont entre autres recommandations formulées par les conseillers. Également, l'état de mise en œuvre des recommandations des sessions antérieures est passé en revue. Et puis nous nous rendons à Dori pour le lancement des activités de la semaine des caisses populaires. Il s'agit donc pour la caisse populaire de se rapprocher davantage de sa clientèle et donc des populations, des journées portes ouvertes pour mieux faire connaître les offres de services de l'institution. Martin Ouedraogo et Seydou Zon nous en parlent. Je déclare officiellement lancer les activités de la 13e édition de la semaine des caisses populaires. Voici ainsi lancé à Dori les activités de la 13e édition de la Semaine des Caisses populaires. Elle est prévue se tenir du 21 au 27 mai 2018 sur l'ensemble du territoire. Durant cette période, le réseau des caisses populaires du Burkina veut se rapprocher davantage des populations. C'est une vision et nous pourrons présenter à cette, disons, à nos membres et ceux qui ne sont pas membres, qui n'ont qu'à venir parce qu'ils seront membres aussi. Nous avons des produits. Et ces produits sont des produits innovants. C'est des innovations qu'on est en train de pouvoir amener. Une semaine qui consacre cette année étrangère. À présent, c'est le début donc d'une longue procédure judiciaire pour Harvey Weinstein, le producteur de cinéma inculpé pour viol et agression sexuelle. Des centaines de femmes consentent à témoigner enfin pour mettre fin aux agissements du producteur qui dure depuis plus de 40 ans. Harvey Weinstein, les menottes au poignet. Le producteur qui régnait sur le monde du cinéma est ressorti du palais de justice de New York, inculpé pour 2 agressions sexuelles. Le début d'une longue procédure, car une centaine de femmes l'accusent. Le producteur déchu a été remis en liberté contre une caution d'1 million de dollars cash, le port d'un bracelet électronique et la remise de son passeport aux autorités. Son avocat, un visage connu, Ben Brafman, avait obtenu en 2011 l'abandon des poursuites contre Dominique Strauss-Kahn. Monsieur Weinstein va plaider non coupable. Nous allons agir vite pour faire abandonner les poursuites.
Nous pensons qu'elle présente des vices de procédure, que les faits ne sont pas étayés par des preuves, et nous pensons qu'à la fin du processus, M. Weinstein sera exonéré. Des visages de femmes qui ont enfin parlé après des années de honte. Les révélations en cascade ont déclenché une prise de conscience internationale, mettant fin à 40 années d'agissement du producteur. Et Harvey Weinstein aura bien du mal à prouver que ses victimes présumées sont des affabulatrices. L'actualité sportive au Burkina ce week-end, c'est la finale de la Coupe du Faso. Et pour en parler, nous retrouvons tout de suite à Bobo Dioulasso, Lassina Savadogo. Bonjour Lassina Savadogo. Aujourd'hui samedi, ce sont les femmes qui sont à l'honneur. Oui, Marguerite Dagno, bonjour et bienvenue ici dans l'entrée du stade Wobi de Bobo Dioulasso pour l'acte 1 des finales de la Coupe du Faso. Vous l'avez dit, cet après-midi ici sous le coup de 15h30, ce sont les femmes qui sont à l'honneur et l'affiche, c'est l'Union sportive des forces armées en dames opposée aux étincelles, deux équipes venues de Ouagadougou et c'est le premier opposé au deuxième donc du championnat national de football de première division chez les dames. Cet après-midi ici au stade Wobi sous le coup de 15h30, Marguerite Dagno, la finale 2018 de la Coupe du Faso Dames sera présidée par l'épouse de son Excellence, Monsieur le Président de Faso, Sika Bella Kaboré, et sera présente avec tous les représentants de la Fédération burkinabé de football. C'est une affiche qui vaut le déplacement ici du stade Wobi et l'équipe de la RTB est bien présente pour cette première finale ici au stade Wobi. Marguerite Dagno, le temps il est très agréable ici à Bobo Dioulasso. Nous vous parlons sous une fine pluie depuis quelques instants et sur le coup de 15h30, toute l'équipe de la RTB sera là pour vous faire vivre en live et en clair la finale 2018 en dames qui oppose, je vous rappelle, l'Union sportive des forces armées en dames aux étincelles. Deux équipes qui veulent succéder à l'Union sportive de Ouagadougou, vainqueur de la Coupe du Faso dames en 2017. Merci Lassina Savadogo. Nous serons au rendez-vous à partir de 15h30 pour suivre cette finale de la Coupe du Faso féminine. Demain, nous vous retrouverons demain pour la finale homme. Je reprends pour vous l'actualité principale de ce journal. Le ministre des Affaires étrangères Alpha Bari signe ce matin à Pékin la reprise des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. 3 jours après l'annonce de la rupture des relations avec la Chine-Taïwan, les deux pays officialisent le rétablissement de leur lien d'amitié et de coopération. Le président du Faso est attendu en septembre prochain à Pékin en visite officielle, mais également pour participer au sommet Chine-Afrique. Les images sont signées de notre envoyé spécial Frédéric Etienne Bassenga. Nous reviendrons bien sûr sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous et à toutes.